Passe à droite, là. Descendez à droite, monsieur. Voilà. Là, c'est pour voir le puits. Il n'y a plus qu'à lever la tête. Porte-là, ça arrive. Oui, je vous ai dit que le deuxième ne débouchez pas. Voilà, à l'arrivée, on sort du côté gauche. Vous ferez attention à la porte du haut, là-haut, de gauche. Voilà, alors, le premier explorateur est passé par ce puits-là. Le 19 septembre 1897. Pour la première fois, il est passé par là, au moyen d'une échelle de corde. Et on appelle ce puits dans la région la Penavin. C'est un mot qui est employé ici, dans le patois, dans le dialecte du pays. Hein. Le mot avin veut dire abîme. Et comme le premier explorateur s'appelait Louis Armand, eh bien, on a donné l'appellation à la grotte. En face, un deuxième puits, qui est une stalactite, toujours à la voûte et à la partie droite, elles sont toutes petites. Pourquoi? Parce que la roche est très épaisse, que la goutte d'eau se charge trop de calcaire. Alors quand elle arrive au bout de la stalactite, elle devient trop lourde, et la cristallisation n'a jamais pu se produire. Immédiatement, elle tombe dans le bas. Nous allons faire la visite, c'est un circuit de 600 mètres à parcourir. Les photos sont tolérées. Si vous avez des appareils, prenez-en, autant qu'il vous fera plaisir. L'important, c'est de les réussir. Hein. Allez, je passe au premier, vous me suivez. Et oui, on a ce problème à la Normand, là, c'est une salle unique. Et vous comprenez, si les gens ne se groupent pas, on est obligé à parler très fort. Alors bon, là, ça va, il y a 2 guides dans la grotte. Là. Dans la journée, quand il se met à y avoir 7 ou 8 guides, ils viennent nous prendre qu'on ne s'entend plus, là. Hein. Alors, à cet endroit-là, il y a 400 stalagmites. C'est le seul endroit au monde où la concentration est aussi importante. La surface n'est pas très grande, puisque dans ce bas de salle, là, il n'y a pas plus de 2000 mètres carrés. Les premiers hommes, c'est-à-dire Martel et Armand, avaient appelé l'ensemble la forêt vierge. Pourquoi? Parce que c'est une forêt d'arbres de pierre, ni plus loin, la Normand. Ces stalagmites font penser à des troncs de palmiers. Et c'est dû à la hauteur du point de chute. La goutte d'eau vient de 60 mètres de haut. Elle est très chargée en calcaire, je vous ai dit, c'est pour la raison qu'il n'y a pas de stalactite. Et quand elle arrive là, et il y a le phénomène d'éclaboussure. Et ça donne ce genre de stalagmites, celles-ci là, hein, qui ont des plateaux, là, des assiettes. Là. Car il y a une deuxième formation, ce sont les stalagmites qui ont des pétales, voire des feuilles comme celle-ci là. Alors là, c'est tout autre chose, elles sont formées par capillarité, c'est-à-dire, dans le creux du pétale, il y a de l'eau. Bien entendu, les courants d'air sont là, et sans doute ils jouent un grand rôle. Par phénomène de capillarité, l'eau remonte le long du pétale. Et vous avez vu comment il se dirige? La formation, toujours, elle part vers le haut. Alors que l'éclaboussure, c'est tout plat. Comme vitesse d'accroissement, il a été constaté qu'en un siècle, ça n'avait grandi que de 5 ou 6 mm. Mais là, c'est pour vous donner un aperçu, hein, tout simplement, hein, parce que ça ne veut rien dire du tout. Elles grandissent toujours, ces stalagmites, ce qui indique qu'elles sont blanches. Bon, regardez, j'en ai fait une, mais pratiquement toutes. Hein. Elles sont toujours alimentées en gouttes d'eau. C'est le carbonate de calcium qui est plus récent que le reste. D'ailleurs, le début de la salle devrait remonter au moins à 4 ou 5 millions d'années. Mais je dis bien de la salle, surtout pas des stalagmites. Admirez cette paroi, elle est superbe aussi là au-dessus de nous. Là. Alors si on veut, on pourrait imaginer un orgue de cathédrale, des tuyaux d'orgue. Et ce qui le colore, c'est la terre lucose. La terre est rouge, elle contient du fer. L'oxyde de fer donne la teinte de rouille. Là. Mais ça veut dire que peut-être il ne faut pas boire trop d'eau dans la région. Vous pourrez rouiller aussi. Une eau ferrugineuse, pourtant. L'alcool, non. Alors, sur cette plateforme, là, c'est le point le plus bas de la Normand. Enfin, le point le plus bas où on visite. On se retrouve ici à moins 112 mètres. Toujours par rapport au parking. Tout le monde le verra au passage. Vous verrez, il y a un aplomb là, avec un abîme, pardon, avec un aplomb de 100 mètres. Donc ça fait 212 mètres. À 100 mètres, c'est bouché par ceci là. C'est bouché par des gros blocs comme ça là. D'où sont-ils venus? De la voûte. Vous avez vu comment elle est la voûte là-haut? On dirait qu'elle a été taillée. D'ailleurs, on ne va pas trop la regarder, je vois qu'elle s'est pendue depuis hier soir. Hein. Alors ces gros blocs, c'est eux qui ont bouché le puits. Et c'est pour ça que l'homme n'a jamais pu continuer. Mais il s'est passé une chose bizarre. Hein. Le 20 septembre 80, la région a connu un orage, une véritable tornade. Hein.
des trompes d'eau sont succédées pendant 5-6 heures là-haut. Je prends souvent l'exemple de Nîmes, là, il y a 3 ou 4 ans. Et cette fois-là, dans ce trou, pour la première fois depuis qu'on connaissait cette grotte, il y a eu 50 mètres d'eau. Pourquoi? Parce que l'essuintement était devenu tellement important ici que le puits n'a plus réussi à l'absorber. Ça a été l'occasion unique. Des colorants ont été déversés dans cette eau et la résurgence a été retrouvée 8 jours plus tard dans les gorges de la Jonte. Si vous avez circulé là-bas dans les gorges de la Jonte, il y a un petit village qui s'appelle Les 12. Et c'est sorti à cet endroit bien précis. Et ils ont fait un petit calcul que d'ici à la résurgence, il y aurait de 18 à 20 km encore de galeries ou de labyrinthes souterrains. Il y a peut-être pas mal de choses à voir. Hein. Ouais. Un jour, peut-être, je dis souvent, les prochaines générations. Il faut bien leur laisser un peu. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que le gaz carbonique a tendance à le faire noircir. Hein. Et l'éclairage, en plus, fait pousser les mousses. Hein. Qu'on le veuille ou non, on l'abîme. Hein. Ouais. Regardez où j'éclaire avant de continuer. Il y a le stalagmite, là-bas, ça fait penser à une statue. Si on veut, la Vierge et l'enfant. Vous savez ça? C'est traditionnel, les grottes. Hein. Les guides ne peuvent pas vous présenter une grotte sans qu'il y ait une Vierge ou l'enfant. Et la première, un dindon qui fait la roue. Là, c'est très visible. Le bec, la tête à droite et la queue un panache. Et la troisième, si on veut, là-haut, vous la verrez au passage, elle fait penser à un cactus. Ah ouais. Alors ces fameuses stalagmites là qui partent en porte-à-faux sans savoir ni pourquoi ni comment, il y en a beaucoup, par exemple celle qui est devant nous là. Ça se passe à la voûte là-haut. Le carbonate de chaux bouche la petite faille. Et ça arrive lentement à décaler la goutte d'eau. Alors automatiquement ça se déplace dans le haut, ça se répercute dans le bas. Voilà pourquoi il y a autant de stalagmites en porte-à-faux. Alors les ressemblances, je vous en présenterai quelques-unes. Chacun les voit pas sa façon. Hein. Vous savez, croyez-moi qu'on peut en voir des dizaines et des dizaines. Hein. Ça c'est vraiment l'imagination de chaque personne. Hein. Alors à mesure que vous passez, regardez le puits tous, s'il vous plaît. Le chou-fleur, c'est celle-ci, là, voilà le chou-fleur. Vous avez vu, ça pousse bien chez nous. C'est très lourd comme matière. Hein. La calcite, c'est une calcaire. Hein. Ça a 2,8 de densité. Ah, de 8, quand Vous même. avez un petit aperçu, la forme du chou-fleur a été évaluée à 1 tonne. Mais que la tête représente 1000 kilos. Ce qui veut dire que ce sont des dizaines de tonnes de calcaire dissous et recristallisés ici dans le bas, alors que la roche du poste a simplement un 7 de densité. Quand elle a été dissoute, elle se débarrasse de toute impureté et puis elle devient très très compacte. Hein. Et voici la plus haute, c'est celle-là. Là. Ah ouais. Elle mesure 32 mètres de hauteur et il lui manque 15 mètres avant de rejoindre la voûte. Et on est victime de l'effet optique de nouveau. Quand on est arrivé tout à l'heure, je vous disais, le deuxième puits est presque central, on y arrive tranquillement. Alors il a été exploré, ce que je vous en dis beaucoup, parce qu'il a été exploré de par le bas. Les deux alpinistes de Grenoble qui ont escaladé la paroi. Alors ça s'enfonce de 50 mètres à l'intérieur. Au bout de ces 50 mètres, ça part vérifiablement dans le vide. Ça se bouge par des rouleaux, par des endroits. Il y a une salle de 70 mètres carrés, et dans cette salle, on y retrouve une douzaine de stalagmites de 7 à 8 mètres de hauteur. D'ailleurs, ils ont fait un film, elle ressemble étrangement à celle qui ont rejoint. Vous voyez, c'est une petite qui bouge. Mettons comme ça, là, très très fine. D'ailleurs, quand ça touche la voûte, ça porte le nom de monolithe. Très peu de monolithes, vraiment, c'est trop. Mais l'Autriche, c'est celle qui a rejoint, il ne faut pas porter devant. Et vous pourrez admirer celle qui est derrière moi, sans doute, c'est une des plus belles stalagmites de cette salle. Hein. Le palmier. Vous savez que j'avais pensé aussi à une forme de pain. Une forme de pain en verre, géant. Et ils ont trouvé beaucoup d'ossements aussi. Il y en a encore quelques-uns là. Ils ont foutu les mecs là-dedans, ouais. Ils leur plaisaient Des pas. cadavres d'animaux, des ossements humains, c'était un petit peu le dépotoir, le trou là-haut. C'est dans le cimetière, ça va servir. Dans les campagnes, il y avait des trous. Hein. C'est pareil.
pas évident. Partout où il y a des abîmes, toujours le phénomène. Il y a un peu de chance, il l'aurait bouché. Premièrement, c'est bien d'être au public. Deuxièmement, il y a une émission super. On retrouve l'ensemble. Et on aperçoit la grande. Ça, je vous disais qu'il manquait les 15 mètres. Alors, ici. Vous voyez que c'est plus vraisemblable. Et alors, la fameuse paroi maintenant. On va montrer l'alpiniste. Là, voilà, elle est face à nous là. Voilà la corde. Voilà le trou des pitons là. Vous voyez ce qui a été pitonné là? Mais ça, Bon, ça a demandé un moment quand même. 17 à 18 heures d'effort. Il y a eu un passage difficile. Ça a été l'arrivée dans l'abîme là, le surplomb. J'ai vu à cet endroit, la roche était beaucoup plus friable. Il fallait faire attention de ne pas tomber pour ne pas casser les stalagmites. Alors, dans cette salle-là, depuis 3 ans, il y a des concerts de musique et ça se passe sur cette plateforme. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est protégée tout simplement pour ce toit-là. Et puis, car il arrive pas mal de gouttes d'eau ici dedans. Alors, lorsqu'ils descendent d'un piano ou des violons, souvent les gens se posent la question, mais comment mieux ils descendent de piano, ils sont suspendus par ce câble, tout simplement. Ils la descendent, ils le treuillent, c'est suspendu par le câble en acier, ils l'amènent sur la plateforme. Alors tout ce que je peux vous dire sur les concerts, c'est formidable. Hein. Il y a une résonance parfaite là. Ça fait un petit peu comme une cathédrale. Des concerts de piano, il y a eu une quintette d'instruments à cuivre l'année dernière, là, il y avait beaucoup de trompettes, c'était superbe. Hein. Dernièrement, là, il y a eu un concert de violon également. Ah, il n'y a qu'une chose, il faut bien se couvrir. Et oui, parce que 2 heures ne débouche pas sur le plateau, contrairement au premier. Il a été exploré ce puits là-bas, il y a 3 ans seulement, alors il a été exploré de par le bas. Je vous expliquerai tout à l'heure, seulement d'ici, nous l'apercevons dans la paroi. Lorsque nous passerons au-dessous là-bas et à son aplomb, il nous apparaîtra au milieu de la salle. Quelque chose de près et central. Vous le constaterez vous-même, c'est un effet d'optique dû au plan infini de la voûte. Alors au départ, là on est un petit peu serré, mais tout le monde le voit très bien. Hein. Il y a 400 stalagmites, la plus haute mesure 30 mètres, je la présenterai dans le bas, par contre, à la surface du plateau. Et comme épaisseur de roche, 40 mètres. Comme moyen, Louis Armand, une échelle de corde. Et comme éclairage, une lampe acétylène. 120 projecteurs, là, aujourd'hui, illuminent la veine Armand. Alors, premier exploit, descendre dans le noir. Et je pense qu'il fallait être en très bonne condition physique pour remonter. Ça s'est passé à la force des bras, carrément, là, ou des jambes. Hein. Le métier d'Armand, forgeron, serrurier, et il habitait le Rosier. C'est le village qu'il y a dans les gorges de la Jonte, à 20 km d'ici. Hein. Seulement Armand était accompagné de Martel. Lui, c'était le grand du siècle. Hein. Martel avait déjà découvert beaucoup de grottes, notamment le gouffre de Padirac. Enfin, je ne cite Padirac parce que c'est connu de tout le monde de nom, mais on pourrait en citer des dizaines. Hein. Alors le puits, là-haut sur le plateau, on peut l'apercevoir au fond du parking à voiture. Il est entouré d'un grillage. Il mesure au moins 15 mètres de diamètre. Hein. C'est un grand entonnoir. Seulement 5-6 mètres plus bas, là où il y a la grille, ça ne mesure plus que 3 mètres. Le cône, après, il se resserre énormément. D'ailleurs, nous avons mis le grillage là-haut, ceci afin d'éviter les respilleurs. Alors, mes filles, comparé à cette beauté que s'inscrit, et je termine en disant ceci, Maharaja vient de découvrir le rêve des 1001 nuits, plus précieux qu'un diamant, avec un armoire. Voilà. C'est pas moi, c'est eux. Hein. D'accord. Il y a le chargé, mais ça a été arrêté de l'autre côté. Il y a 1 mètre d'eau dans ce bassin. Et tant on ne s'en rend pas compte. Les gens ils balancent des pièces de monnaie du matin au soir en nous disant que nous faisons un peu. Mais écoutez, je veux dire aussi, hein, je vais faire le vœu directement dans la sortie avec le vide. Hein, ça marche pas. Ça se passe très bien là-haut, les jetez pas. Voilà, alors tout au long de l'ascension, il y a un très beau panorama. Je vous invite à remonter tranquillement, à profiter de cette belle vue ensemble. Les caméramans, ça y est? Oui.